Dans cet épisode, on repart au Salon de la Photo 2017 pour une conférence que j'ai donnée chez Normal Magazine à propos de mon travail. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et dans cet épisode, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas du tout mon travail. J'ai vu ça par exemple sur la vidéo de Model Warrior, sur la vidéo sur comment faire poser une modèle dans des conditions compliquées, voire difficiles, voire très compliquées, que par exemple vous ne connaissiez pas du tout mon travail en nu ou en landscape nude. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je fais ça, que je travaille là-dessus, que c'est vraiment devenu mon travail d'auteur. Et cette année, au Salon de la Photo, enfin cette année non, parce qu'on est en 2018, mais au dernier Salon de la Photo, j'ai Normal Magazine qui m'a proposé de faire une interview de moi, de me poser des questions et pour présenter mon travail, de landscape nude. Et du coup, plutôt que de faire une interview de moi par moi-même, qui pourrait être très drôle, du coup, je vous propose cette vidéo-là, peut-être pas toute la conférence parce qu'elle a duré 1h30, mais des morceaux choisis de cette conférence-là pour vous expliquer un petit peu et vous montrer aussi mon travail et pourquoi je fais ce travail-là en photo. Si vous le voulez. Comment est-ce que tu en es venu à la photographie? Et à la photographie de nu et au landscape nude? Pour te répondre, je suis arrivé déjà au nu. J'ai mis très longtemps, le nu m'intéressait depuis très longtemps. Avant de commencer la photo, je peignais un tout petit peu et je peignais du nu. Je savais pas. Tu l'apprends comme ça. Voilà, c'est bien. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais je me suis toujours bloqué parce que je me suis toujours dit, je veux pas passer dans le vulgaire. J'ai toujours été gêné en fait au rapport au corps, au rapport à la séduction. Et du coup, j'arrivais pas à trouver une façon de faire du nu dans lequel je puisse être serein et que je puisse être totalement sûr que je ne fasse pas du vulgaire. Et j'ai mis quand même pas mal d'années, j'ai commencé la photo en 2006, je crois que mon premier nude a dû arriver en 2012, quelque chose comme ça. Le landscape nude est arrivé par hasard sur une séance photo. J'avais un ami, Tanen Nguyen, qui fait de la photo de nu aussi, et qui est arrivé me voir pour la première fois. Enfin, on se connaissait par internet et on s'est rencontrés, il est venu me voir. Je l'ai invité en Bretagne, il est de Lyon, je l'ai invité en Bretagne et il est venu me voir. Et on a passé 2 jours et on a fait un shooting. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un shooting à la TAN. Ça, c'était ma première photo de nu en extérieur. Et même quasiment première photo de vrai nu. Et on s'est fait ça vraiment en se marrant, en me disant, bon allez, tiens, mais oui, mais là, c'est très bien, mets-toi là, comme ça. Vous le verrez quand je sortirai mon livre, mais j'ai la même photo avec moi. Parce qu'on m'a lancé le défi à ce moment-là de le faire aussi. Il y a eu cette photo, je l'ai éditée après, je l'ai postée. Les gens ont beaucoup aimé, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis, bien 6-7 mois après, j'ai retenté l'aventure, mais là, tout seul, avec une modèle. Et juste là, l'idée est venue, tu lui as dit, tu vas te mettre tout nu à poil dans l'herbe. C'était une modèle qui déjà faisait pas mal de nu. D'accord. Bon, je dis des bêtises, j'avais fait un peu de nu avant, mais dans un lac, en fait, je m'en rappelle maintenant. Mais c'était pas vraiment du lesque. Ça, c'était la première Soledad, on va dire. Première qui allait amener Soledad dans ma série de photos en fœtus dans l'escape nude. Et oui, ça a été ça, j'ai trouvé les branchages, il y avait un espèce de nid, un endroit où on pouvait poser quelqu'un, et je dis bon, allez, vas-y. Et puis, ouais, on y va et tout. Et du coup, ça a été un petit challenge, c'était le côté, bon, je vais faire une photo comme toi. Et du coup, tout est parti sur un côté défi, un côté challenge. Et le truc, c'est qu'après, j'ai mis le doigt dedans et dans l'engrenage, et puis c'est parti. Il y a eu cette deuxième photo quelques mois après, et puis après, c'est parti, en fait. Voilà un petit peu comment je suis arrivé au landscape nude, et c'est surtout que j'ai trouvé un moyen de faire mes photos sans aucune connotation sexuelle. Je ne voulais aucune connotation sexuelle dans mes photos de nu, et j'ai trouvé ce moyen-là. Et le truc, c'est que j'étais fan aussi, je ne savais pas que j'étais aussi fan de la nature que ça. Et le fait de pouvoir partir dans les bois, de partir dans des lieux de fou. Et là où vraiment ma série s'est lancée et vraiment mon côté photographe de landscape nude s'est lancé, c'est quand je suis arrivé à Lyon et que j'ai découvert le Bugey, ce lieu où il y a quasiment toutes mes photos Soledad qui ont été faites. Ça, c'était la première photo que j'ai faite dans le Bugey. Et j'ai trouvé des forêts de mousse, des cascades, enfin vraiment un lieu où je me suis senti en adhésion, en communion avec la nature. Et en fait, c'est ce plaisir-là qui m'a donné l'envie de continuer. Et justement, est-ce que tu faisais des photos de paysages uniquement sans modèle avant pour avoir ce traitement? Tu t'es dit le noir et blanc comme ça? Ou tu t'es essayé dessus? Les photos de paysages m'ont toujours emmerdé. Ok. T'adores la nature, mais voilà, pas les j'aime paysages. bien voir les photos des autres,
mais faisais quelques photos de paysages, mais j'étais devant et je faisais... Le truc, c'est que c'est quasiment encore ça. Et ouais, c'est même... Enfin, j'en ai fait quelques-unes quand même, des photos de paysages en Islande, mais pas beaucoup. Et c'est toujours ça, j'aime pas faire... Il me manque un truc, en fait. Je sais pas si vous avez ça dans vos photos et tout, mais vous faites une photo, vous dites, ouais, elle peut être cool, mais il manque un truc. Et là, pour moi, en fait, c'est une personne à poil dedans. J'aime bien ça aussi, mais ce qui me manque, c'est voilà, non, en fait, c'est plutôt le rapport en fait de l'humain avec la nature. Juste la nature, j'ai besoin en fait de mettre un point qui permette déjà d'avoir une échelle et de deux qui permettent de dire un truc en plus que juste tiens la nature c'est beau. Mais en fait, le truc c'est que sur ces photos-là, il y aurait aucune raison que la personne soit habillée. Prenez une photo comme celle-là, vous mettez quelqu'un d'habillé dedans, elle veut rien dire parce que déjà l'habit que la personne aura dira des choses sur sa personnalité. On saura si c'est une personne qui peut avoir de l'argent ou pas, une personne qui est dans tel type de société ou autre. Enfin voilà, ça donne des informations. Je sais plus qui disait ça, mais sur une plage naturiste, en gros, on sait plus qui est le cadre, on sait plus qui est l'avocat, on sait plus qui est le chômeur, on sait plus qui. Enfin voilà, il y a ce truc, on n'a plus de classe sociale en fait. Est-ce que tu as une photo préférée? Est-ce qu'on peut défiler avant de passer sur la série, la dernière en Islande, sur tes photos Soledad, tes préférées, que tu nous les commentes certaines, voilà, tes expériences un peu là-dessus, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est les intempéries? Est-ce que ce n'est pas trouver le lieu? Est-ce que c'est la modèle qui est trop réticente? Voilà, comment se passe le shooting type dans ce genre de situation? Alors, faut savoir que la série qui diffuse là, elle a été faite sur 2 ans et demi. Je suis très peu productif en fait en photo. J'essaye d'être plus productif. Si je veux passer dans normal, il faut que je sois un petit peu plus productif. C'est sur une séance photo, généralement, j'en ramène qu'une séance. J'en ramène qu'une photo. À rares exceptions près, mais je ramène qu'une photo. Il y avait un vrai orage qui arrivait. C'était le vrai temps, ouais. Cette photo en fait a été prise 30 minutes à peu près après celle-là. Et c'était là, par exemple, on était en Bretagne. Les photos ont été faites essentiellement dans le budget à côté de Lyon. Il y en a quelques-unes qui sont faites en Martinique et il y en a quelques-unes qui sont faites en Bretagne aussi. Parce que comme je viens de la Bretagne, je fais aussi en fonction de mes déplacements. Et là, c'est à côté de Saint-Malo. Il y a une grande plage, qui est la plage Châteaubriand, si je ne dis pas de bêtises. C'était après une journée de mariage. J'ai très peu dormi la nuit, je suis allé en voiture, j'ai dormi dans ma voiture 2 heures, quelque chose comme ça, parce que j'avais rendez-vous à 6h30 du mat avec ma modèle pour pouvoir aller sur la plage sans qu'il y ait personne. Parce que dans ce que tu dis, ce qui est le plus dur, en fait, c'est de trouver des lieux sans personne. Okay. Enfin, quand tu veux avoir des lieux où tu sais qu'il va y avoir des gens, il faut trouver le moment où il n'y a personne. C'est ça le plus difficile, en fait. Là, il y avait juste des pêcheurs. Et l'histoire de cette photo, je peux raconter vite fait l'histoire de cette photo, parce c'est une de mes photos préférées de la série, même si je les aime quasiment toutes. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que ça montre vraiment comment je shoot. C'est-à-dire que je suis arrivé sur ce shooting-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me suis juste dit, tiens, bon, je vais revoir une modèle que j'aime beaucoup, parce que c'est le modèle que vous avez pu voir dans la deuxième photo Soledad, la photo que j'ai fait 6 mois après la première. Et on vous revoyait, c'est quelqu'un que j'adore. Et j'arrive, je savais juste qu'on allait aller sur la plage, et je voulais faire une photo de Soledad à la plage. Ça fait un peu Soledad à la plage, Soledad à la montagne, Soledad, voilà. Et à ce moment-là, j'avais juste regardé quelques inspirations sur internet, et j'avais juste trouvé une photo d'un mec qui avait fait un gros trou dans le sable et qui était dedans, et je trouvais ça pas mal. Et j'ai essayé plein de trucs. Il était quoi, 7 heures, j'ai essayé plein de trucs et ça marchait pas, et j'ai quand même creusé ce trou, et je lui ai dit, mets-toi dedans. Et elle est restée là à peu près, ça devait faire 10-15 minutes qu'elle était là. Et je cherchais, j'allais dans tous les sens, j'avais un truc pour aller au-dessus, sur les côtés et tout, et je trouvais pas, je me dis non, ça marche pas du tout. Ça faisait, ça faisait une demi-heure que la séance était commencée, et là je me dis non, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à faire quelque chose, et ce qui est dur aussi dans une séance comme ça, c'est que tu sais que tu vas peut-être pas pouvoir ramener quelque chose. C'est là où c'est frustrant, on te dit t'as fait tout ça, tous ces efforts et tout, pour ne rien ramener, et c'est compliqué, surtout que on reste les pelés quand même si c'était en août, il faisait quand même pas chaud. En plus, cette photo n'a failli pas se faire, puisqu'il y a un moment, il y a un pêcheur qui arrive, et là on se dit bon, on va devoir emballer et tout ça, et j'avais rien pour le cacher et tout, parce qu'il y avait de l'eau. Donc le pêcheur a eu la gentillesse de faire un gros détour. En prenant son temps. En prenant son temps. Si on regarde un petit peu, vous voyez qu'elle est quand même
un tout petit peu dans le sable. Ce qui fait que l'eau, au fur et à mesure des vagues, a aplani le sable. Mais jamais il y a eu une vague comme ça. Et puis juste, 10 secondes avant, j'étais de l'autre côté, en train de chercher, je fais une photo là, je reviens, et puis là j'ai l'appareil photo comme ça. Et je vois cette vague, enfin, sortie de nulle part, je clique vraiment juste par réflexe. Je déclenche. Quart de seconde après, elle est en train de se relever, donc c'était mort, elle était debout. Et je suis là, et je suis avec mon appareil photo, et j'appuie sur lecture, je regarde et je fais putain, je l'ai. Je zoome dedans, je fais putain, c'est net. Et c'est ça en fait que j'aime dans le shooting, c'est ne pas savoir ce que je vais aller chercher parce que je ne repère pas vraiment les lieux, je sais juste que je vais aller dans tel endroit parce que ça a l'air beau. Et je ne sais pas ce que la nature va me donner. Parce que je veux juste être là pour choper le moment. J'ai eu ce moment qui n'est pas du tout factice, qui est vrai. Et tout le monde me dit mais c'est photoshopé et tout. Non, c'est vrai. J'ai la photo d'origine, j'ai tout ça. Enfin, c'est un peu photoshopé mais pas pour ce que vous croyez. La photo dont tu parles, juste pour l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est que, bon évidemment j'ai accentué il n'y avait pas un orage réel qui arrivait, mais j'ai accentué un tout petit peu les contrastes du... Mais il y avait quand même des bons gros nuages de fou. Qui fait un peu la cavalerie qui arrive derrière, juste sur ces nuages. Sur ces nuages-là, je crois que ça fait un peu la cavalerie qui arrivait. Il faut savoir juste que derrière, en fait, il y avait plein de pêcheurs. Ils étaient en train de pêcher tranquille, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une nana à poil au-dessus, derrière. Tu as répondu à la première question qui était justement l'utilisation de Photoshop dans tes séries. Tu me dis qu'il y en avait très peu ou les contrastes. Je ne sais pas si dans certaines il y en a plus que dans d'autres. Je n'ai aucun scrupule à utiliser Photoshop. Je ne vous montre pas la réalité, je vous montre ma réalité. Je ne suis pas reporter de guerre, je crée des photos. Donc je change ce que j'ai besoin de changer. Le seul truc qui est vrai, c'est que mes modèles ont toujours été à l'endroit où elles sont. Je ne ferai pas une photo d'un endroit et j'essaierai de reprendre le modèle dans un autre et intégrer. C'est juste pour moi ça, la seule vérité que je veux, c'est que mes modèles soient à cet endroit-là, puisque du coup je ne pourrais pas forcément créer, je ne pourrais pas vraiment créer si les modèles n'étaient pas là, puisque c'est aussi une relation avec le modèle, et encore plus quand on verra les photos d'Islande, c'est vraiment une relation avec le modèle, c'est un travail avec le modèle. Après je me permets certaines choses, par exemple sur cette photo-là qui a été prise en Bretagne, et pour l'anecdote c'est assez drôle parce que c'est à moins de 20 minutes de chez mes parents, et j'ai connu ça que quand j'avais 31 ans. 32 ans. Donc ça a été... Enfin, je ne connaissais pas. Ma mère m'a dit, mais tu connaissais pas? Bah non, en fait. Et c'est une espèce de rivière de galets. C'est un chaos. Et je suis arrivé là, c'est vraiment... C'est sur 250 mètres, sur 50 mètres de large, enfin, c'est monstrueux. C'est vraiment le rapport... Enfin, je vais pas rapetisser le modèle ou autre, hein, c'est vraiment le rapport qu'il y a. Et par exemple sur une photo comme celle-là, bah, c'est juste que dans le fond, juste en haut, ben, il y avait un peu de végétation, il y avait un arbre qui arrivait, qui empêchait le fait d'avoir des pierres partout. Donc voilà, ce que j'ai juste fait, c'est enlever un peu de végétation, fait que la pierre arrive vraiment dans tous les bords pour créer cette immersion. Sur une photo, on va dire c'est ce que je fais généralement. Après, je dirais que la plus photoshopée de toutes dans cette série-là, c'est celle-là, où le rocher existe vraiment. C'est sur les îles du Frioul, en face de Marseille. Donc il y avait cette encoche dans le rocher qui m'a vraiment énormément plu. Les oiseaux étaient là aussi, pas exactement dans cette disposition-là. Donc en fait, je les ai repris de plusieurs photos Dans ma composition initiale, ils n'étaient même pas là. En fait. Dans mon idée initiale, ils n'étaient pas là. C'est en post-prod, je me suis dit non, il faut qu'ils soient là. Et pour vous donner aussi, donc le gros changement que j'ai fait, c'est que l'eau arrivait à peu près ici derrière. C'est qu'on voyait la mer à perte de vue, on la voyait en arrivant ici. Et je voulais pas parce que ça tassait mon image, ça donnait un socle sombre à mon image, donc du coup j'ai détouré, j'ai rajouté du nuage. Voilà en gros le plus gros changement que j'ai pu faire sur cette série-là. La question, comment est-ce que tu choisis tes lieux? Pourquoi l'Islande? Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu te balades? Est-ce que tu sais Google Earth? Est-ce que c'est des conseils d'amis, bouche à oreille? Comment se passe la sélection des lieux et comment t'es venue l'idée d'Islande? L'Islande, c'est un rêve depuis très longtemps. Je suis pas un grand voyageur, mais j'ai vu des photos d'Islande, j'ai vu plein de choses en Islande
Et ça a été, on devait y aller l'année dernière, malheureusement on n'a pas pu. On a été à Madère à la place, qui était aussi une très très belle île. J'ai fait quelques photos que je suis très fier. Mais l'Islande, ça a été vraiment un énorme coup de cœur et je me disais, en allant en Islande, ça va tabasser. Et donc l'Islande on a eu un gros coup de bol pour partir en Islande. Et il y a des pays en fait, j'aime les pays où la nature est forte. Les prochaines destinations, ça pourrait être la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, il y a aussi toute la Californie, tout le coin de la Californie où il y a des natures de malades. Et des choses que je ne trouverais pas forcément en France. Même si en France on trouve plein de choses. Et du coup, comment je trouve mes lieux, c'est essentiellement le Google Earth. C'est-à-dire que je passe des soirées à checker toutes les photos qui sont mises sur Google Earth. C'est-à-dire qu'il y a plein de photographes, ou non photographes, qui postent des photos sur Google Earth et je check. Et donc ça permet de s'en sortir de chez soi, de voir comment ça peut être. Parce qu'évidemment, c'est commencer à tel moment, de telle journée, de tel moment de l'année. Donc du coup, il n'y a plus qu'à aller voir. Et donc du coup, on a fait notre voyage comme ça, on s'est dit, il y a ça à voir, il y a ça à voir, il y a ça à voir, il y a ça à voir. Et on fait le trajet, et puis sur le trajet, il y a des fois, comme là, c'est pas du tout indiqué sur... il n'y a aucune photo sur Google Earth, il y a la route on avait quoi, 10 minutes de marche pour y arriver, mais c'était tout droit. Et donc de la route, on voit ça, on se dit, bon, on va y aller, c'est beau, ça a l'air beau. Et du coup, on a marché, on y a été, et on est même monté il y a une autre photo, mais qui n'est pas finie, on est monté jusque là, il y a une bonne grosse montée. Et voilà, donc c'est un mix entre des lieux qui ont été repérés et l'improvisation. Là, par exemple, c'est également au bord de la route. C'est un moment où, je pense, si on était passé là peut-être 3 heures plus tard, ça allait pas être aussi beau. Là, c'est aussi la lumière. Je suis pas un photographe de paysage. J'aime pas rester 4 heures au même endroit en attendant, ou 10 heures au même endroit en attendant que la lumière soit bien, en espérant qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'aime l'action, j'aime le fait de bouger. Donc du coup, si c'est pas bien au bon moment, c'est que c'était pas pour moi. Et au contraire, il y a des fois, c'est la grosse surprise, et il y a un truc magique au bon moment. C'est pas une photo d'Islande, c'est une photo de Madère, mais cette photo-là est totalement caractéristique de cette façon de penser-là et de cette façon de faire. Où ça a été fait sur l'instant. 30 secondes après, c'était mort. Ça a dû commencer 2 minutes avant, le temps de réaliser qu'il y avait un truc à faire, le temps de récupérer ma copine, de lui dire là-bas, à poil, vas-y, fonce, et de faire la photo. Du coup, 30 secondes après, c'était mort. Et ça, c'est juste un cadeau que la nature m'a offert, que j'ai su prendre à ce moment-là. Il y a plein de fois où la nature m'offre un cadeau, mais j'y arrive pas. Cet endroit-là, pareil, il y avait une lumière de dingue sur une pierre de dingue. Et ça a été juste là, je me suis arrêté, je suis avancé, j'ai avancé. Il y avait un truc cool là. Je fais demi-tour, culé, j'étais voir, il y a un truc de dingue là. Et du coup, on a été et on a fait donc, ces deux photos là. Donc en fait là je les ai classées un petit peu par mes photos les moins préférées jusqu'à mes photos préférées, histoire de mettre un peu plus de challenge à chaque fois. Et pour vous dire un petit peu ce qui me plaît aussi dans les photos, dans ce type de photos, c'est de trouver des choses que les gens ne voient pas. C'est-à-dire de trouver des rapports, par exemple des visages, des monstres, des choses dans les photos. En les regardant une fois, on fait ouais, tiens. Et puis en revenant dessus, on fait ah tiens, je vois un truc là, puis je vois un truc là, puis je vois un truc là. C'est ça qui m'intéresse dans le landscape nude. Là, par exemple, c'est une photo que je pensais pas garder. J'ai voulu faire un autre shooting à ce moment-là, parce que vous voyez ici, ça me rappelle en fait un visage. Un nez, une bouche, le front. Je sais pas si... Des fois mon cerveau va loin, hein, mais moi c'est ce que je vois. Donc j'avais essayé de la placer bien comme il faut à cet endroit-là pour faire le rapport et tout. Et en plus, là, le nuage pour moi faisait une grande chevelure. Et puis surtout, il y avait un super coucher de soleil, c'était magnifique, il commençait à pleuvoir un petit peu, elle avait très chaud, ça se voit. Et en fait, j'ai gardé cette photo-là parce qu'il y a un petit côté... on voit un peu la pluie, il y a ce coucher de soleil dans le fond et tout, elle regarde dans le fond comme si elle regardait ce visage qu'on voit pas forcément dès la première fois, mais si on s'attarde sur la photo, on peut éventuellement le voir. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans les photos, c'est qu'on puisse revenir plein de fois dessus
Ah tiens, il y avait ça en plus. Ah tiens, il y avait ça en plus. J'ai pas la photo globale du lieu, mais pareil, tu me parlais tout à l'heure de trouver des lieux, c'est un lieu que j'ai trouvé sur Google Earth. Et imaginez ce lieu-là, imaginez la chaussée des Géants, en Irlande. Vous voyez la chaussée des Géants, les roches hexagonales, enfin les tubes hexagonaux comme ça en pierre. C'était ça, sauf qu'à cet endroit-là, vous voyez l'intérieur d'un bateau, l'intérieur d'une coque d'un bateau, les poutres de l'intérieur d'une coque d'un bateau, bah, c'était ça. Et on arrive là et c'est juste, je crois que ça a quasiment été notre lieu favori du voyage. C'est tout au nord, c'était perdu au fond d'une piste, on avait passé 1 heure de piste après pour retourner à l'hôtel. Et on arrive là, il n'y avait personne, très peu touristique cet endroit-là. Et là on était juste bien. Il y avait juste à regarder le lieu et c'était juste... C'est des moments comme ça en fait qui aussi me poussent à faire ces photos pour arriver dans ces lieux-là. C'est un prétexte pour aller voir ces lieux-là. C'est une de tes premières séries où elle est autant mise en avant, autant au premier plan. Est-ce que c'est volontaire? Tu disais que tu commençais par tes moins préférés pour aller au meilleur. Pourquoi? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'est un rigole? Alors il y a quelques mois, on a fait un shooting à Fontainebleau. Et je vous avais posté la photo d'ailleurs sur mon Facebook, on vous demande ce que vous voyez. Il y a eu pas mal de gueules de serpent. Et en fait, sur ce shooting-là était très compliqué parce que déjà la météo était très compliquée, ça changeait tout le temps. Soleil, gros nuage, gros soleil, gros nuage, gros soleil, gros nuage. Le lieu m'inspirait pas ouf et on n'avait pas extrêmement le temps. J'ai dû faire aussi autre chose que ce que je faisais d'habitude. Il y a une photo qui est dans ce que je fais d'habitude et j'ai dû faire autre chose parce que je me dis bon, viens me filmer quand même, il faut quand même que je produise un truc. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire autre chose. Ça m'a permis d'aller faire autre chose et de tester autre chose. Et je pense que c'est grâce à ce shooting-là aussi que j'ai pu faire ça aussi en Islande. Parce que j'avais commencé à réfléchir à faire autre chose et pas juste prévoir des gros lieux et juste aussi faire des plans un peu plus rapprochés. Alors je fais beaucoup de photos avec Jessica parce que c'est très pratique vu qu'on est ensemble et qu'on voyage ensemble. C'est aussi le truc, c'est qu'on voyage ensemble, c'est un plaisir pour nous de voyager ensemble et de voir tout ça. Ben, je l'ai toujours sous la main. Donc en fait j'ai toujours mon modèle sous la main. J'aurais pas pu faire la photo du soleil si j'avais pas eu Jessica, enfin ma modèle avec moi. C'est pas possible. C'est vraiment notre travail maintenant à tous les deux. Et elle était là du coup samedi quand j'ai présenté le travail et c'est vrai que sans elle je pourrais plus faire ces photos là. Bonjour Seb. Bonjour Warren. Moi j'avais une question pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre de photos en escape nude. La première question qui me vient à l'esprit c'est, je vois que dans toutes tes aventures pour faire ce genre de photos, il y a des risques à prendre. Donc je me dis, est-ce que tu as eu des aléas, des choses, est-ce que le modèle s'est blessé ou toi, et est-ce que tu aurais 2-3 conseils à ceux qui veulent se lancer? Je sais pas, avoir une trousse de secours sur soi quand on y va, ou est-ce que, je sais pas moi, le pack du parfait petit crapahuteur, juste comme ça, par là. Je veux juste faire une parenthèse légale. Vous êtes dans la merde s'il se passe quelque chose. Voilà, c'est juste la parenthèse légale. Donc sachez que c'est extrêmement risqué. D'un autre point de vue, il ne s'est jamais passé quelque chose à part piqûre de moustique ou attraper froid. Voilà, personne ne s'est jamais rien cassé. Je fais toujours extrêmement attention. Le truc, c'est de toujours dire au modèle si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. J'attends le vrai non. C'est-à-dire que la personne qui va me dire je connais Jessica, elle fait tout le temps. Non, c'est froid, j'y arrive pas et tout. Je dis non, vas-y, tu seras fier de toi. Et jusqu'au moment où elle va me dire non, j'en peux plus. En fait, je lui dis toujours au début, si tu me dis non, j'en peux plus, ok, on arrête. Parce que ça sert à rien, c'est que là, elle sent qu'elle se met en danger. Et j'ai une autre règle, c'est que je ne demande pas à un modèle ce que je ne pourrais pas faire moi-même. Après, des fois, les modèles se sentent de faire des choses que moi je ne pourrais pas faire si elles sont très souples ou autres. Mais surtout à un endroit où je pourrais pas aller la récupérer. J'ai eu des frayeurs. Après, vaudrait mieux avoir une trousse de secours au cas où ou un truc comme ça. Ne pas se retrouver dans des lieux où il n'y a pas de téléphone. Parce que ça fait un peu film d'horreur quand même. Mais voilà, il faut faire attention. Et je pense qu'il faut savoir ne pas être con, en fait, surtout ça. Quand je suis arrivé en Islande, je parlerai tout à l'heure de la frustration que j'ai pu avoir en Islande, mais quand je suis arrivé en Islande, j'ai réalisé très vite que je voulais pas faire des photos d'Islande. C'est-à-dire que je voulais pas qu'en voyant les photos, on se dise
ah tiens, ça c'était en Islande, ça a été fait en Islande, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour montrer des paysages, je suis là pour utiliser les paysages, pour raconter quelque chose. Et du coup, on est arrivé à un endroit, c'était le premier jour, il y avait un gros mur de basalte. Mais genre, vous avez des gros hexagones sur 300-400 mètres de long et sur 100 mètres de hauteur. Je suis arrivé là-bas, j'étais très déçu du lieu, ce que je m'imaginais. Et donc du coup, je me suis dit, non, on peut rien faire. Et on a été un peu plus loin, on a fait peut-être 500 mètres de plus en voiture, on est passé, on a dit, tiens, il y a peut-être quelque chose là-bas, et on est arrivé dans ce lieu-là où il y avait une carrière. C'est pris, le sol est comme ça. Donc en fait, j'ai vu ces pierres qui ressortaient de la carrière, et pour moi, ça a créé une sorte de dinosaure, de crocodile. Et moi, je vois un crocodile. La bouche ici, les yeux là, et puis le reste du corps. Une espèce de fossile de crocodile. Et du coup, j'ai essayé de placer mon modèle en fonction. C'est ces lieux-là que j'aime. C'est le lieu que personne n'ira voir, en fait. Aucun touriste n'ira là-bas. Je sais qu'il y aura quasiment que moi qui aura cette photo. Ça m'intéresse pas non plus d'avoir la même photo que les autres. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de la plage. Là, c'était à Mývatn, qui est un lieu assez touristique en Islande. Et là, c'était spécialement à Dimmuborgir, où il y a des grosses sculptures de lave. En fait, c'est un gros endroit volcanique, un gros champ volcanique. Et là, c'était vraiment une arche dans la pierre. On avait fait une grotte avant, où on voulait qu'il n'y ait personne. Donc on est arrivé, il n'y avait personne, donc on a pu faire une séance de nuit tranquille, juste avec la lumière qui rentrait. Et là, le fait d'être à cet endroit-là, il y avait juste le soleil qui j'aurais jamais pensé à une photo comme ça. Enfin, jamais on peut se dire, tiens, je vais faire une photo comme ça. Et parce qu'il y a eu le soleil à cet endroit-là qui a fait cette forme, moi je vois une sorte de visage, en fait, juste là. En fait, je vois des espèces de grosses tentacules qui viennent comme si c'était une espèce de grosse bête qui était très agressive, en fait. Et là, elle a eu très très froid parce qu'il y avait du vent. Il devait faire 5 degrés, ou même pas, 3 degrés, donc c'était très tôt le matin. Donc, elle m'a haï. Autre moment aussi où il faut faire les photos tout de suite, parce que quand j'étais là, il y a peut-être 2 heures avant, et j'ai lu des photos de ouf à faire. Sauf que c'était gros nuages, bien lourds, et c'était cool, parce que du coup dans ce lieu-là, avec les vapeurs de la lave et tout, c'était vraiment très beau. Pas extrêmement froid, vu que les vapeurs étaient chaudes, donc ça a aidé aussi un petit peu. Sauf que on se dit, il y a des touristes, on va pas pouvoir le faire, on reviendra demain matin. Sauf qu'on regarde la météo et demain matin il fait très très beau. Et l'Islande, quand il fait très beau, c'est pas top. Et là, du coup, on est revenu le soir, on se dit, bon, faut qu'on le fasse ce soir. Et quand on est arrivé sur le lieu, en fait, le soleil était tombé en dessous les nuages. Donc, du coup, un gros soleil. Et évidemment, l'ambiance complètement changé. Du coup, il a fallu réadapter toutes les photos. Toutes les photos que je voulais faire, que j'avais imaginées, j'ai pas pu les faire, j'ai dû les réadapter totalement. De la couleur. Et là, la couleur, parce que cette roche qui était entre le bleu, le rouge, le vert, il y avait plein de couleurs. Et c'est une question qu'on m'a posée samedi, entre le noir et blanc et la couleur, qu'est-ce qui faisait que, je sais pas. Tout dépend si pour moi la couleur raconte quelque chose dans ma photo ou pas. Sur cette photo-là, sans couleur, ça ne marcherait pas pour moi, parce qu'il y a le bleu, il y a le froid, le chaud. Autre anecdote aussi, qui là était très drôle, en fait c'est un lieu que j'avais vu lors de la préparation du premier voyage, qui est dans le nord de l'île. Et c'est le type de lieu que j'adore. Ce rocher a une forme quand même de ouf. Ce rocher a une forme vivante. On est d'accord. On dirait un espèce de gros dinosaure, gros éléphants, j'en sais rien. Un monstre sorti de la BD, d'une BD. Et on est arrivé là-bas et on savait pas si on allait pouvoir faire des photos parce que d'un, il y avait beaucoup de monde, c'est un lieu assez touristique. Et de deux, parce que je savais pas si la plage allait être accessible. Si on n'allait pas être les pieds dans l'eau ou autre. Alors on a géré la marée, on y a été à un moment où c'était à marée basse, on optimise nos chances quand même, à un certain moment. Et on arrive là-bas, il y a du monde, il y a des cars, il doit y avoir 60 personnes sur place. Et on fait, Photoshop oui, mais faut déjà poser nu là quoi. Donc on mange tranquillement et puis il y a un peu de vent et de pluie qui se lève et on voit tout le monde revenir et on se dit c'est peut-être maintenant. On y va, personne.
sachant qu'il y avait un petit peu de marche quand même. On y va, personne, grosse chance, on dit bon, on le fait super vite. On a juste eu, c'est un belvédère en fait, il y a une falaise, un belvédère au-dessus, on a juste eu un couple qui est arrivé. Donc en gros, on a juste eu 2 personnes, mais bon voilà, c'était pas un quart de touriste ou autre. On a pu faire les photos, on a fini les photos, et juste à ce moment-là, il y a 20 ou 30 personnes qui sont arrivées. On a provoqué la chance, on l'a eu. Il y a des fois on n'y arrive pas, mais là on a eu un gros coup de bol, et cette photo-là, je voulais absolument. C'est rare les photos que je visualise avant d'arriver sur place, mais cette photo-là, je l'avais visualisée avant. C'est une des rares photos que j'avais visualisée, donc je suis super content de l'avoir faite. Là où la nature est super bien faite, quoi. Juste une tache blanche pour faire l'œil, quoi. Je l'ai pas rajouté, elle était là, quoi. Et justement, un petit quid de la direction du modèle. Est-ce que tu lui proposes les poses? Est-ce qu'elle te propose elle? Je lui dis à peu près ce que je veux, et je lui aussi, c'est une relation avec mon modèle, donc du coup, elle me propose aussi des choses. Là, comme on était très loin, puisque j'étais au 135, je lui avais dit, je veux ça, 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 et si tu vois autre chose, tu fais. Et en fait, on communique beaucoup avec des gestes. Parce que de loin, déjà, on s'entend pas. Avec le vent qu'il y avait, c'était juste impossible, on pouvait pas s'entendre, on s'entendait pas à 3 mètres. Et donc du coup, il fallait dire mimer aussi. Si elle est comme ça, et je me dis, ça serait peut-être bien qu'elle soit assise, je m'assois, je fais elle comme ça, et du coup, elle le fait aussi. Quand on est très loin, c'est compliqué, mais on arrive à se comprendre. C'est là où c'est important de bien connaître son modèle et de bien être avec. Quand vous avez besoin que votre modèle vous propose quelque chose, il y a un moment, vous lui demandez, propose-moi, voici l'idée globale de ma photo, voici l'idée globale de l'histoire que je veux, qu'est-ce que ça t'inspire, propose-moi quelque chose. Alors des fois ça marche pas, des fois ça marche, et quand ça marche c'est cool. Et j'avais une question, je me souviens plus, c'est justement, est-ce que tu shootes une 50aine de photos pour, après, à l'editing, choisir celle que tu vas prendre, ou est-ce que tu shootes 3, 4 qui te suffisent? Alors j'ai une maladie, c'est que j'adore cliquer. J'adore déclencher. Et du coup, je shoot beaucoup. C'est vrai que sur une séance photo là qui a dû durer 10 minutes, même pas. Bon, après j'ai pris d'autres photos des vagues et tout. J'ai dû ressortir avec 200, 220 photos. Donc après je fais mon editing. En fait c'est juste que je sais qu'elle va pas poser longtemps. Quand je dis 10 minutes, elle va peut-être même pas poser 10, elle va poser 5 minutes. Parce qu'il fait froid, parce qu'il faut retourner à la voiture après. Parce que là elle s'est déshabillée dans la voiture, elle est partie très vite puis elle est revenue. D'ailleurs j'ai des images très drôles d'elle en train de courir. On va avoir une vidéo aussi. Du coup, je préfère me faire plein de rushs, plein de possibilités pour après, quand je suis devant mon ordinateur, me dire ok, c'est ça. Par exemple, cette photo-là, je pensais pas que j'allais la garder. Alors que quand je suis arrivé devant mon ordi, j'ai commencé à sélectionner, je fais ok, celle-là m'inspire quelque chose. Mon travail aussi se passe beaucoup derrière l'ordinateur. Mes photos se construisent aussi beaucoup derrière l'ordinateur. J'ai voulu aussi essayer autre chose parce que je voulais pas faire qu'un seul type de photo. Et j'aime bien aussi, pour ceux qui suivent F1.4, j'aime bien rigoler un petit peu. Et j'aime bien aussi mettre de l'humour aussi dans mes photos. Il y avait déjà un peu d'humour sur la relation entre Jessica et le pachyderme que vous avez pu voir juste avant. Et là, il y avait cette gueule sortie de nulle part dans la lave. Et enfin, voilà, on voit limite les yeux, le nez, les dents. Enfin, j'ai l'impression que c'était une tête qui sortait de la roche pour venir vraiment gueuler, quoi. Et il y avait ce truc, et je me rappelais de la pub, c'était une pub pour Lyon, je crois, avec la femme qui est en train de grimper la colline. Jean-Paul Gaultier d'ailleurs, non? Comment? Jean-Paul Gaultier, oui, tout à fait. Une pub que j'ai vue quand j'étais gamin et qui, là, m'est revenue tout de suite en tête, quoi. Et je voulais un truc un peu drôle comme ça. Et là, on passe sur les photos, les 2 dernières photos faites au drone. Je me suis mis au drone il y a très peu de temps, et j'ai pris un DJI Mavic Pro, que j'aime beaucoup, même si sa qualité de photo n'est pas monstrueuse, parce que c'est un 12 millions de pixels et que c'est un petit capteur, hein. Mais au moins il est transportable extrêmement facilement. En gros, pour vous dire, il se rangeait dans la coudoir de la voiture. Et il fait du RAW, donc quand même on peut modifier un peu nos photos, et puis en modifiant un peu le tout, ça marche. Et là, du coup, j'ai lancé le drone, j'ai fait je sais plus combien d'heures de vidéos là-bas au drone, et je me suis éclaté. C'est un jeu vidéo, quoi, le truc. Je sais pas si tu as déjà essayé un drone, c'est du jeu vidéo, quoi. Et ce qui est génial, en fait, dans le drone, c'est que quand on est, nous, en tant qu'être humain, avec notre appareil photo, en gros, on peut faire des photos entre 0 et 2 mètres, enfin, dans notre hauteur, et sur la surface, là où on est. En drone, on a le choix entre 0 et 4 km, et partout, dans tous les angles. Donc du coup, faut choisir. D'un côté, c'est très difficile parce qu'il faut choisir, et de l'autre côté, on a le droit à tout.
Et surtout, on voit le monde différemment. C'est un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas du tout. Est-ce que vous avez trouvé le modèle, au fait? Parce qu'il y a un modèle. Par là? En bas à gauche? Non. Non. Au milieu. Bon, après, c'est une photo à voir aussi en plus long, bon, je crois qu'à la télé ça passe. Mais j'ai beaucoup aimé en fait, en montant, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'impression d'avoir une carte. De voir en fait une carte enfin, une vue via Google Earth, mais même sur Google Earth, j'ai été voir là-bas, j'ai pas retrouvé la même chose. Bon, c'était pas aussi détaillé aussi. Mais j'ai vraiment l'impression de voir des fjords ou de la carte de Game of Thrones ou j'en sais rien, enfin un truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en mettant le modèle là, ça donne une échelle aussi. On voit qu'on est trop là, on doit être à 300-400 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. La dernière photo, la photo faite encore au drone, à l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure, qui ressemblait un petit peu à la chaussée des géants. Là, j'ai eu un peu peur. On a eu un peu peur ensemble avec Jessica, parce qu'en fait, moi, on me voit pas sur la photo. Autant là, je me suis effacé parce que j'étais juste là au-dessus d'elle. Autant là, j'étais vraiment plus loin. J'ai les vidéos, je les ai pas avec moi, mais les vidéos de l'eau arrivant dessus et repartant, c'est juste à tomber. Enfin, cet endroit est juste monstrueux. Et il y a juste un moment, il y a une grosse vague qui est arrivée. Bon, l'endroit où elle était n'était pas du tout mouillé. Donc, du coup, je lui ai demandé ce qu'elle peut le faire et tout. Enfin, c'était pas du tout mouillé, donc on sait qu'il n'y avait aucune vague à arriver là, ou au pire une ou deux gouttes, quoi. Il y a quand même un moment, je l'ai vu arriver sur la vidéo, parce que j'ai le retour sur le téléphone, et j'ai vu la vague arriver. Et je l'ai vu elle aussi à un moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, mais c'était bon. Là, on aurait été dans la merde quand même, j'avoue. Mais voilà, ce lieu était juste ouf, et je pense que c'est le début d'une nouvelle série. En fait, j'ai été fan des photos de notes qui étaient exposées dans une expo normale. Qu'on a publié, oui. Et publié aussi. Et Nat, en fait, c'est un photographe du sud de la France, dans les Pyrénées. Il y a une interview de lui sur F1.4 et j'ai réussi à le convaincre de faire une interview vidéo. Normalement, on devrait pouvoir la faire. Quelqu'un de très très gentil et de très talentueux. Et il a fait une grosse série au drone, vue vraiment du dessus comme ça. Pas dans ce style-là du tout, parce que c'était en noir et blanc et tout. Et on confond souvent nos styles parce qu'on a à peu près le même noir et blanc. C'est marrant parce qu'on a fait une expo et on était juste l'un à côté de l'autre et les gens pensaient que c'était la continuité des photos. Et donc du coup, j'ai été inspiré par cette série-là. Et quand j'ai eu mon drone, du coup, j'ai kiffé. Et je voulais pas faire la même chose que lui, parce que je veux pas copier, même s'il a un super bon concept, qui me plaît énormément. Mais je pense avoir trouvé là de quoi faire différent, toujours au drone. Parce que là, moi, j'ai un drone de loisir, et lui, il pouvait mettre un 5D3 dessus. J'ai beaucoup appris là-bas, je me suis beaucoup pris la tête. C'était un rêve d'y aller, mais en même temps, j'ai été extrêmement frustré là-bas. Ce que je disais à Jessica, c'est que je suis frustré tellement c'est beau. Parce que c'est tellement beau que je me dis pourquoi j'y arrive pas. Parce qu'il y a plein de fois où j'y arrivais pas, je me disais faut que je produise un truc, faut que je fasse un truc, faut que ça marche. Et le fait de mettre la pression du faut que ça marche, je suis à tel endroit, c'est tellement beau, la cascade est tellement belle qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, j'étais frustré moi-même parce qu'au bout de 3 minutes, j'y arrivais pas et je trouve pas et tout. Et ça nous a valu des bonnes engueulades avec Jess. C'est bien pris la tête sur pas mal de trucs. Mais du coup, on a beaucoup avancé et j'ai beaucoup avancé dans ma façon de réfléchir mes photos et de me dire vraiment aucune tension, aucune pression. J'avais la pression de me dire je reviendrai pas de si tôt en Islande, donc si je fais pas le truc, je le ferai peut-être jamais. Et j'étais frustré de pouvoir louper des choses. Et je crois que j'ai mis bien 10 jours, 12 jours à me sortir de ça. Et en fait, à la fin, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus tranquille, parce que je voyais un truc, on va tenter un truc, ça va peut-être pas marcher, mais on tente le truc. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça sort vraiment, on sort vraiment la photo dont on va être fier. C'est pas parce que c'est beau qu'on va forcément y arriver. Et ben, on va pouvoir arrêter là alors. Parfait. Merci à Normand de m'avoir invité. Et avec plaisir. Bravo. Merci Philippe. Et avec plaisir, merci à toi. C'était ma dernière conférence sur ce salon de la photo. Donc, merci à tous d'être venus, d'être revenus même. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, parce qu'il n'était pas
très court. En cliquant ici, vous pouvez télécharger une formation sur Photoshop gratuite directement sur le site de F1.4. Likez cet épisode si vous l'avez aimé, partagez-le aussi. N'hésitez pas à aller voir mon travail photographique sur sebastienroignan.com, qui est mon travail d'auteur. Je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.